Bon, ben on va commencer un document double page qu'on n'a pas encore fait. Donc voilà, document double page aujourd'hui. Vous allez dans InDesign et vous faites un nouveau document, fichier nouveau document, et vous gardez cette fois-ci l'option page en vis-à-vis. Vous allez pouvoir déterminer ici le nombre de pages que vous voulez, par exemple 16. Alors, bloc de texte principal, je ne vous conseille pas de l'enclencher parce que, en fait, ça fait un bloc de texte dans le gabarit et ce n'est pas vraiment utile. Ça va vous embrouiller plus qu'autre chose qui est un bloc de texte déjà fait. Donc, ne cochez pas bloc de texte principal. Donc, format A4 vertical, pourquoi pas. Une colonne guide, c'est-à-dire pas de colonne en quelque sorte. Il n'y a pas de gouttière qui va apparaître. Il n'y aura pas deux colonnes. Les gouttières, c'est entre deux colonnes. Donc, une seule colonne. Marge à 12,7 pour commencer, pourquoi pas. Le fond perdu, on peut l'indiquer déjà ici, 3 mm, en indiquant 3, touche tabulation pour propager la valeur aux autres côtés des pages. Mais en fait, le fond perdu, vous pouvez l'indiquer au moment de l'export PDF. C'est ce qu'on avait fait la fois passée. Dans la boîte d'export PDF, il y a un réglage de fond perdu. Il y avait aussi une option « Utiliser le fond perdu du document », mais dans ce cas-là, ça utilisera la valeur que vous mettez là. Et donc, ça n'a pas d'importance énorme d'indiquer le fond perdu, puisqu'on sait le faire à l'export PDF. Bon, ben voilà à quoi ça ressemble. J'ai indiqué donc 16 pages, pages en vis-à-vis. Pas de bloc de texte principal, ce n'est pas coché. OK. Alors, c'était un document pour l'impression, mais si je dois aussi l'afficher sur un écran, je sais que ce sera quand même mieux de passer en affichage RVB. Ah, au passage, vous remarquez la petite ligne rouge là sur le côté, c'est la ligne de fond perdu en fait. Hein. C'est parce que j'en ai indiqué une finalement, ce sont les 3 mm de fond perdu. Et vous pouvez faire déborder les blocs bien au-delà, ils apparaîtront pas dans le PDF. Il n'y a pas de problème, ça va être coupé à ce niveau-là, à 3 mm du bord de la page. Alors, donc, menu édition, espace de fusion des transparences, vous pouvez passer en espace RVB. Ainsi, vous aurez un document qui va vous montrer les couleurs bien vives. Et au moment de l'export en PDF pour l'imprimeur, vous allez faire la conversion en CMJN comme on avait montré la fois passée, avec le réglage que l'imprimeur vous donnera. Hein. Suivant le type de papier que vous avez choisi, il vous dira c'est tel ou tel réglage qu'il faut indiquer. Profil de presse. OK, ici je vais indiquer doc double page-01, ça va être le nom de mon document. Doc double page-01, voilà. Bien, donc on a un doc double page, je fais apparaître la palette des pages, menu fenêtre page si vous ne la voyez pas. Je vais la détacher ici du reste des palettes en la prenant par son onglet. Ce sont des choses qui sont qu'on avait déjà faites, peut-être qu'elle est toujours détachée chez vous. Et vous l'agrandissez et vous voyez qu'on a un document double page. Contrairement à ce qu'on voyait précédemment, on a maintenant vraiment des pages en vis-à-vis, c'est-à-dire les unes en face des autres. Dans le menu de la palette page, option de panneau, vous pouvez demander, comme on avait fait précédemment, d'avoir des pages très grandes, y compris aussi peut-être des gabarits très grands. Voilà. Et donc, on a une page de droite qui commence, c'est la couverture, et puis on a la dernière page, c'est le dos du document, c'est ce qu'on appelle la 4e de couverture, la page 16. Bon, je vous propose de commencer par faire une couverture, et la couverture, on va la faire en mettant des images sous forme de grille, parce que quand on est un peu à court d'idées, ça peut être bien de mettre les images sous forme de grille, l'une à côté de l'autre.
Alors, on va démarrer d'un bloc image qui va être sur la première page de la page 1 ici. Un bloc image qui va recouvrir toute la page et on va le couper en plein de petits blocs pour pouvoir mettre des images dedans. Bon, ben, faisons un bloc image sur toute la page. Ok, ben on va le faire, on pourrait le tracer manuellement, mais c'est l'occasion de voir qu'on peut aussi faire les choses en encodant. Donc, vous prenez le rectangle avec des diagonales, c'est le bloc qui est prévu pour mettre des images, bien qu'on puisse aussi mettre des images dans l'autre rectangle sans problème. Mais par convention, quand on trouve sur un document InDesign un bloc avec des diagonales et qu'il ne contient pas encore d'images, on sait qu'il est prévu pour mettre des images. Donc, typiquement, quand on a une charte, quand on fait un hebdomadaire ou un mensuel, on travaille sur base d'une charte, un document qui ne contient pas encore les images ni le texte. Et il va être plein de blocs vides. Et les blocs avec des diagonales, ce sont les blocs pour mettre les images. Voilà, c'est ce cas de figure-là qui pourrait arriver. Bon, ben, je peux tenter de vous montrer sur le web, si on a un accès au web correct aujourd'hui. Ça peut être intéressant de voir des chartes. C'est bien. Des chartes graphiques. Et c'est pas seulement pour les magazines. Si je tape charte graphique, tout simplement, vous allez tomber sur des chartes graphiques pour des logos qui indiquent comment le logo doit être utilisé. Les chartes graphiques pour les magazines, ça va être plus rare de les trouver là rapidement sur Google, mais on trouve déjà ce genre de choses, voilà, ce genre de projet avec, vous voyez, des rectangles à diagonale qui indiquent que ce seront des images à cet endroit-là. Bon. Donc les chartes, évidemment. Vous connaissiez les chartes? Vous avez déjà entendu parler? Alors voilà, avec le rectangle, je vais cliquer sur le plan de travail et j'ai une boîte qui s'ouvre. Et je vais pouvoir indiquer la dimension que je veux pour le rectangle. Donc largeur, ça va être 210 mm, mais en fait, dans InDesign, comme dans Illustrator d'ailleurs, on peut indiquer en centimètres si on veut, en n'importe quelle valeur. Et vous avez la calculatrice de InDesign. Est-ce qu'elle n'est pas jolie? Vous l'avez sous les yeux. La calculatrice de InDesign. En fait, chaque cartouche, chaque boîte dans laquelle on entre des valeurs dans InDesign est une calculatrice. Par exemple, si j'indique ici 100 mm plus 11 cm, touche tabulation, ben voilà, ça a calculé. Ça m'a additionné 100 mm plus 11 cm, 210 mm. Ce sont des calculatrices. Et comme dans l'Illustrator, oui. Oui, on peut aussi mélanger les unités de mesure si on veut. Donc ça peut être intéressant si vous devez un jour, par exemple, indiquer une valeur qui est la moitié de 344. Eh bien, vous tapez /2, touche tabulation, et il vous a fait la moitié de la valeur que vous avez mise. Donc ce sont des calculatrices. Si vous devez mettre 46 mm, mais vous devez le mettre 5 fois, 46 étoile 5, touche tabulation, et voilà, il vous a fait le calcul. Ouais, c'est bien. Bon, ben dans ce cas-ci, donc nous allons mettre 210 mm en largeur parce que c'est la valeur d'une page format A4, et on travaille sur une page format A4 et on veut que le bloc recouvre toute la page. Nous allons mettre 297 mm de hauteur. OK. Voilà. Alors, dans Wikipédia, vous avez une rubrique format de papier
qui vous sera utile. Ça vous indique, par exemple, les formats A. Vous avez le A0, 594. Non, le A0 qui nous fait combien? Là, oui, 1189 mm sur 841 mm. Donc, ça fait 118 cm sur 84, si on arrondit. C'est le format A0. Et puis, vous avez tous les autres formats. Et pourquoi est-ce que ça ne tombe pas juste? Pourquoi est-ce que ce n'est pas un format A4 21 cm sur 30? C'est parce qu'en fait, c'est pensé de manière à ce que les proportions de chacune de ces feuilles restent les mêmes. Les proportions largeur-hauteur sont les mêmes. Quand on coupe une feuille en deux, on obtient deux feuilles du format inférieur avec exactement les mêmes proportions. Donc c'est assez intelligent finalement. Mais ça, vous saviez sans doute déjà. Donc ceci, le format papier dans Wikipédia peut être intéressant. Alors vous avez certaines personnes qui cassent du sucre sur Wikipédia et qui disent que c'est pas bien. Sachez que c'est partiellement fondé. C'est vrai que dans Wikipédia, n'importe qui peut mettre n'importe quoi, mais en général, ça reste pas longtemps. Il y a la fameuse histoire du prof de français qui avait, la veille d'un devoir, inséré un article sur Wikipédia et demandé un devoir sur un personnage fictif qui n'existait pas. Et donc, pour démontrer à ses étudiants que Wikipédia, c'est pas toujours fiable comme ressource. Sinon, Wikipédia français, c'est moins fourni que Wikipédia anglais, mais d'une manière globale, ceux qui disent que Wikipédia, c'est pas bien, c'est du snobisme avant tout. C'est pour se faire mousser. Donc, je tenais à préciser que je vous donne comme référence souvent Wikipédia, en fait, je sais parfaitement que certaines personnes n'aiment pas. Alors, vous avez le rectangle sélectionné. Il fait 210 sur 297, vous le voyez là au-dessus. Et on va le positionner à x0, y0. Donc, à la place de la valeur que vous avez là, vous indiquez 0 et 0. Touche tabulation pour valider. Et voilà, il est parfaitement positionné. Donc, c'était l'occasion de voir le positionnement. Mais d'abord, la création de rectangles avec vraiment une dimension qu'on encode, puis le positionnement. Et donc, l'origine des règles se trouve en haut à gauche. Bon, comme on le voit, le 0,0 est en haut à gauche. Vous avez les règles qui sont affichées? OK. L'origine des règles peut être modifiée comme on veut, en prenant ceci, c'est comme dans Illustrator, ou Photoshop d'ailleurs, en prenant l'intersection et en la déplaçant sur la page, vous mettez l'origine des règles que vous voulez. Par exemple, si je la veux en haut à droite, eh bien voilà, j'ai le 0,0 maintenant qui est en haut à droite. Résultat, mon rectangle est positionné. En tout cas, le coin supérieur gauche du rectangle, vous voyez ici les points de référence qui indiquent de quoi ça parle, les valeurs ici. Le coin supérieur gauche est maintenant positionné à moins 210 et en X, donc en horizontal, et 0 en Y. D'accord. Pour remettre les règles à 0,0, vous double-cliquez sur l'origine des règles ici. Et ça revient à 0,0 en haut à gauche. OK. Et on va maintenant diviser le rectangle en plein de petits autres rectangles parce que je vais faire une grille d'images. Bien, alors là, on va aller on va aller chercher un script qui va automatiser le travail. Et pour ça, vous allez dans le menu Fenêtre, Utilitaire, Script. Fenêtre, Utilitaire, Script. Alors, les scripts qui sont ici, vous ne pourrez pas en faire vous-même, à moins d'être un utilisateur avancé et de connaître le codage JavaScript ou Visual Basic. Donc, c'est pas comme les actions dans Photoshop. Il ne s'agit pas d'enregistrer une série d'opérations qu'on fait. Donc, ce sont des scripts qui sont encodés, en fait.
Il est possible de télécharger des scripts InDesign. Il y en a qui sont disponibles même gratuitement sur le web. Mais les faire soi-même, c'est difficile. Bon, alors, vous ouvrez le dossier, donc dans la palette script, vous ouvrez le dossier application. Ce sont les scripts qui sont livrés avec, le logiciel. Est-ce que vous avez ceci, indique préférence? Oui. OK. Moi, notamment, comme script supplémentaire, j'ai déjà installé un script dont le but est de sortir sur l'imprimante un résumé de tous les styles utilisés dans le document, avec une description de ce que ça fait. Donc ça, il n'est pas d'office dedans. Hein. Donc, puisqu'on parlait des scripts qu'on peut aller chercher, et vous avez un site web spécialisé là-dedans, notamment, que je vais vous montrer. Vous n'êtes pas obligé d'y aller maintenant. Voilà, InDeScript, la plaine de jeu du scripting InDesign. Il y a des scripts qui... Bon, j'en ai acheté un autre qui permet d'avoir Quand on met des fractions dans InDesign, pour avoir des belles fractions, il y a un script qui va commencer à modifier la graisse des lettres, à les décaler vers le haut, vers le bas, etc. Donc, ça, c'est un que j'ai acheté qui coûte relativement cher. Il m'a coûté quand même une centaine de dollars. En fait, moins un script intéresse de gens, plus il va être cher, forcément. C'est toujours la loi de l'offre et de la demande. Hein. Voilà, bon, ben, ça, c'est quand vous serez plus avancé dans InDesign, en fait. Mais sachez qu'il y a des moyens d'automatiser. OK, alors, donc, vous avez ouvert le dossier application, on va ouvrir le dossier samples, et là-dedans, vous avez deux versions, les mêmes scripts en deux versions. Sur le PC, vous avez Visual Basic et JavaScript. Moi, sur le Mac, j'ai AppleScript et JavaScript. Ben, on va aller dans ce qui est commun à nous deux, de toute façon, ça reviendra au même. Ça va être JavaScript. OK. Alors, quel est le peintre belge le plus connu? Voilà, ben vous allez chercher Make-Grid. Non, je rigole, c'était une blague. Donc, vous allez double-cliquer sur Make-Grid en ayant votre bloc sélectionné à l'arrière. Hein. Il faut que votre bloc soit sélectionné, on voit ses poignées. Vous double-cliquez sur Make-Grid. Et alors, c'est là qu'il y en a qui pètent les plombs parce que c'est absolument intolérable. Que ce soit en anglais. Ben voilà, nous sommes dans InDesign français et c'est intolérable. Non, sérieusement, il y a un jour quelqu'un qui a pété les plombs quand il a vu la boîte en anglais. Les chouettes. Oui. Alors, ben, vous choisissez le nombre de rangées. Par exemple, 6. Le nombre de colonnes. Par exemple, 3. La gouttière, mais dans ce cas-ci, je veux que les images collent les unes aux autres, donc je vais indiquer 0 de gouttière de rangée et 0 de gouttière de colonne. Type de bloc, pour l'instant, ça va être un bloc graphique sans les diagonales. Mais je peux choisir que ce soit un bloc graphique avec diagonale, donc type de bloc graphique. Et l'option « Effacer l'objet original » est cochée, donc notre grand rectangle, une fois qu'il aura fait tous ces petits, va disparaître. Et vous pouvez cliquer sur OK quand vous avez fait ça, donc 6 rangées, 3 colonnes, 0 de gouttière, type de bloc graphique, et les deux options en bas, vous les laissez cocher. OK. Et voilà. D'accord ? Bon, ben pour vous montrer, je peux afficher la palette nuancier, menu fenêtre, couleur, nuancier, et déplacer, en ayant la case de fond en avant-plan, ce sera mieux, allez déplacer les couleurs sur les blocs, et vous voyez que vous avez vraiment plein de petits blocs qui pourront contenir des images. Et ça me fait des petites choses. Ouais, tu peux faire ça. Bon, normalement, il faudrait aller chercher des images et les importer, mais on va le faire d'ailleurs, oui, parce qu'il y a un truc intéressant avec ça. Au moins, ils sont le col of like you. Ouais, pour être couvert.
Oui, il y a une couleur et bien bon. Bête. La palette couleur est dans le menu fenêtre, couleur, nuancier. Des spins bien grands, des calcings. Tu vois? Oui, neuf, et tu es comme ça. Voilà. Bon, ben, déjà ça peut être une pochette. Hein. Mais voilà. Alors, vous vous souvenez qu'on a des couleurs globales dans InDesign. Normalement, si je vais modifier une des couleurs, ça devrait modifier dans le document, même si les blocs ne sont pas sélectionnés. Je double-clique sur une des couleurs. Ben oui, ça fonctionne, c'est très bien. Donc, les couleurs sont globales dans InDesign. Si je double-clique sur une des couleurs dans le nuancier, même en n'ayant pas les objets sélectionnés, le fait de modifier la couleur va modifier les objets. Voilà. Etc., etc. Bon, c'était juste un petit rappel à propos des couleurs globales, ceci. Au cas où vous auriez oublié que ça fonctionne comme ça dans InDesign, c'est très intéressant de pouvoir modifier l'aspect de tout un document en modifiant les couleurs qu'on a utilisées pour des blocs, pour des textes. Mais il vaut mieux avoir créé ses propres couleurs par le menu de la palette nuancier, nouvelle couleur. OK, alors je vais enregistrer le document ici dans le dossier. Bon. Alors, on va fusionner deux blocs parce qu'on va mettre du texte dedans. Parce que, par exemple, je voudrais mettre le titre ici de ma page dans les deux blocs. Il faudrait que ça traverse les deux blocs et qu'ils prennent la même couleur. Mais en fait, je vais devoir les fusionner ensemble. Et alors, pour que la fusion fonctionne bien, vous allez, avec la flèche noire, cliquer sur un des blocs et déplacer la poignée pour que ça déborde sur l'autre. Attention, là, j'annule pour vous montrer que si je prends le bloc de droite et que je déplace la poignée, il déborde sous l'autre, mais c'est bon aussi, en fait. Hein. Vous voyez que le bleu n'apparaît pas, mais j'ai vraiment fait déborder le bloc bleu sous le gris, dans mon cas. Il ne faut pas nécessairement qu'on voit que la couleur déborde. Et ça, c'est pour qu'il y ait quand même une zone commune entre les deux blocs, et maintenant, je vais les fusionner en un seul bloc. Pour être certain que la fusion fonctionne bien, je leur ai mis une zone commune à ces deux blocs. Je vais les fusionner en un seul bloc et j'irai mettre du texte dans le bloc après. Et on va voir quelque chose qu'on n'a pas encore vu, c'est le centrage vertical. Bien. Vous allez chercher la palette qui va nous servir à faire des opérations entre les blocs. Menu fenêtre. Objet et mise en page, Pathfinder. Ah oui, là aussi c'est intolérable. Un mot anglais. Ça veut dire éclaireur chez les scouts. Vous avez ça évidemment dans Illustrator et celui d'Illustrator est plus complet puisque Illustrator est prévu pour faire des opérations du graphisme en fait. Hein. Bien. Alors, une fois que vous avez le Pathfinder, qui est arrivé, ceci dit en passant, avec la palette alignement, mais on ne va pas s'en servir ici. Une fois que vous avez Pathfinder, vous allez activer les deux blocs, clic, majuscule, clic. Ils sont sélectionnés tous les deux. Et vous allez les fusionner en un seul, en cliquant sur l'icône ici, addition. Et c'est la couleur du bloc du dessus qui va être retenue, en fait. Donc, dans mon cas, tout va devenir gris. Voilà. J'ai un bloc gris. Et ensuite... Donc, absolument, on aurait pu prendre un des blocs et le tirer, et ça aurait été facile. Maintenant, si je fais ceci, je sélectionne le gris. D'abord, je clique à côté. Je sélectionne le gris et avec la touche majuscule, je sélectionne celui-là. D'abord, je vais faire déborder celui-là sur le gris. Voilà.
OK. Bon, ben voilà, j'ai une forme qui, quand même, n'est possible à obtenir que par le Pathfinder, ou alors si on la dessine à la plume. Donc voilà, ça explique. C'est la couleur du bloc du dessus qui se met sur les autres. Eh bien, avec l'outil texte, on va cliquer dans le bloc. Donc, je prends l'outil texte, je vais cliquer dans ce bloc. Vous voyez, quand on survole le bloc avec l'outil texte, on voit que le bloc va servir de conteneur au texte. C'est ça que ça veut dire, ce changement d'icône. Bon, ben je clique, et voilà, le curseur clignote en haut. Voilà, et je vais taper le texte. N'importe quoi. Je vais le centrer par le menu texte paragraphe avec l'icône de centrage. Je vais l'agrandir par la palette texte caractère avec le réglage ici, bien entendu. Quelle couleur il a? Il est noir, je vais plutôt lui mettre du blanc. Donc, couleur papier. Et donc, quand je clique à côté, voilà ce que ça donne. Bien, je vais régler la marge supérieure du bloc de manière à pousser le texte vers le bas. Alors, on va mettre une marge intérieure, menu Objet, option de bloc de texte, et jusqu'à présent, vous n'avez pas encore joué avec la marge. Eh bien, on va tenter de mettre une marge intérieure ici. Bon, vu que c'est un bloc qui n'est pas normal, il est géométrique, il est polygonal en fait. Ben, vous n'avez pas la possibilité de faire une marge différente pour le dessus, le dessous, la gauche et la droite. Donc c'est une marge globale. Et donc, vu que le mot ici est assez court, ça va. Mais si je voulais le mettre vraiment au centre, là en bas, je suis quand même ennuyé. Vous voyez, si j'essaye de le mettre au centre ici de la partie supérieure de ce bloc polygonal, à un certain moment, il disparaît parce que les marges du gauche et droite viennent pousser sur le texte. Non, c'est parce que les marges sont... c'est la marge du bas, en fait. C'est la marge du bas qui vient... Et la marge du bas avec celle du haut qui font en sorte qu'il n'y a plus de place pour le texte. Ce n'est pas les marges gauche et droite, en fait, le problème. OK. Donc voilà, les marges, on va y toucher après aux marges. C'est super important quand on met des textes dans des blocs qui ont des couleurs. Donc je vais mettre la marge à 0 et je vais tenter autre chose pour descendre le texte. Je vais tenter ici option de ligne de base, qui est l'autre partie, donc une autre partie dans les options de bloc de texte. Voilà. Voilà, et là, ça marche sans problème. Vous vous mettez en décalage fixe, première ligne de base, décalage fixe, et vous allez arriver, donc, avec ici la valeur, à positionner le texte où vous voulez. Ne vous inquiétez pas, dans un premier temps, quand vous choisissez décalage fixe, il sort par le haut du bloc, mais il faut le redescendre, en fait. Hein. Et alors, ça, ce système-là, c'est comme ça que vous allez arriver dans un bloc qui contient plusieurs paragraphes. Vous avez vu que nous avons précédemment joué dans la palette paragraphe sur l'espace après paragraphe. Mais si, pour le premier paragraphe, vous voulez mettre de l'espace avant le premier paragraphe, ce sera la solution ici. Hein. Il ne sera pas possible de le faire par la palette paragraphe, par le réglage espace avant.
le premier paragraphe d'un bloc texte, si vous voulez mettre de l'espace avant, l'éloigner du dessus du bloc, ce sera la solution ici. Les options de bloc de texte. Il ne faudra pas essayer d'y aller par les styles de paragraphes, ça ne marchera pas. C'est peut-être pas très clair ce que je raconte, je vais donc vous montrer ici. Voilà, ça vous ne faites pas, hein. Je vous montre juste un bloc dans lequel je vais avoir plusieurs paragraphes. Voilà, j'ai plusieurs paragraphes dans ce bloc. Je vais lui mettre d'ailleurs une couleur de fond. Comme ça, vous voyez bien le bloc. Il y a plusieurs paragraphes couleur de fond d'une couleur différente, ce serait mieux. Voilà. On voit les balises ici. Je vais éloigner les paragraphes les uns des autres par le menu texte paragraphe. Ceci, vous ne faites pas, c'est juste, je suis en train de montrer ce que j'ai expliqué précédemment. Je pense que visuellement, ce sera mieux de le voir. Et donc, je règle l'espace après. Bien. Mais si je veux de l'espace avant le paragraphe ici, qu'est-ce que je fais? Je dis que je vais cliquer dans le bloc, dans le paragraphe avec l'outil texte. Donc, je suis bien en train de travailler dans ce paragraphe. Et je vais régler l'espace avant. Sauf que ça ne marche pas. Si je faisais ça dans un autre paragraphe, régler l'espace avant, ça marche. Parce que c'est par rapport à un paragraphe qui est avant. Mais pour le premier, ça ne marche pas. Et donc, la solution, si je veux éloigner le premier paragraphe du dessus du bloc, ce sera de faire menu objet, option de bloc de texte, option de ligne de base, fixe, et régler comme ce que vous venez de faire d'ailleurs, voilà. Voilà. Et là, ça marche, j'y arrive. J'arrive à déplacer le premier paragraphe par rapport au haut du bloc. Donc, c'est ce que je voulais vous faire comprendre, et voilà. J'ai trouvé un Thierry. Une action online pour porte. Tout le monde. When you finish. Just thinking. Slide to please. And she was about the lady. Bon, je vais mettre du texte ailleurs. Par exemple, ici, les deux blocs en bas à droite. Je déplace un des deux blocs sur l'autre, j'active les deux, je les fusionne. Bon, c'est vrai que là, on aurait pu supprimer un des deux blocs et on aurait pu multiplier par deux la largeur de l'autre. Écoutez, je vous le montre, hein, voilà. Allez, je clique sur le bloc de droite, j'enfonce la touche suppression, il n'est plus là. Je clique sur le bloc de gauche, je voudrais qu'il aille jusqu'au bord de la page. C'est vrai que je peux le tirer, la poignée, mais je peux aussi, ici, indiquer que je vais multiplier par 2 la largeur du bloc. Il faut que je regarde le point de référence ici, c'est bien, ça indique quelle est la partie du bloc qui ne va pas bouger. C'est la gauche. Ben oui, la gauche ne doit pas bouger. C'est la droite qui doit, il doit aller vers la droite, mais à gauche, il est bien placé. Et donc, point de référence, quelque part ici à gauche. Et alors, je vais multiplier par 2 la largeur. Je pourrais taper 140, c'est facile ici, mais je peux aussi faire étoile 2, et puis touche tabulation. Et voilà, le bloc, sa largeur a été multipliée par 2. Bon, mais tout est possible. En fait, c'est très souple, InDesign. InDesign est extrêmement souple. Les logiciels Adobe, d'une manière générale, sont caractérisés par leur souplesse. On peut obtenir la même chose de différentes manières. Monsieur. Alors, je continue, mais regardez, je vais faire quelque chose ici, vous allez le faire après. Je prends l'outil texte et je vais cliquer dans le bloc. Et je vais taper du texte. Alors, je tape ici, édition. Je apporte. Voilà. Et je vais centrer le texte dans le bloc. Donc, vous regardez et vous allez le faire après. Je vais faire le centrage ici horizontalement grâce à la palette paragraphe. Voilà. Et puis, je vais faire le centrage vertical. Mais vu qu'il s'agit d'un bloc normal, il n'est pas polygonal, c'est un rectangle, je vais pouvoir utiliser ceci. Je sélectionne le bloc avec la flèche noire, je vais dans le menu Objet, option de bloc de texte.
Et vous avez ici le centrage vertical. Actuellement, il est réglé en haut. Ben oui, on voit que le texte se met en haut du bloc. Si je le mets en centré, le texte se met au centre. Donc, c'est le centrage dans les deux sens. Et c'est donc dans Options de bloc de texte, justification verticale centrée. Bon, plus facile que l'autre, hein. Mais l'autre, intéressant aussi ce qu'on a vu. Ça va? Pas de problème? Bien. Alors, petite astuce, regardez. On n'en a pas encore parlé. Je suis avec l'outil texte en train de modifier le texte ici. OK? Si je veux bouger la mise en page dans la fenêtre, le raccourci pour aller chercher la main, c'est plus la barre d'espacement. D'habitude, c'est la barre d'espacement pour aller chercher la main dans la palette des outils. Mais vu que je suis en train de modifier un texte, si j'enfonce la barre d'espacement, ça fait des espaces. C'est pas bon, ça. Donc, je dois utiliser la touche Alt à la place. Voilà, ça, c'est un petit truc bien pratique. Quand vous êtes en train de modifier du texte, pour bouger dans la fenêtre, touche Alt, c'est le raccourci de la main. Mais bien sûr, quand je suis plus en train de modifier du texte, comme ici, j'ai cliqué avec la flèche noire à côté de tout, pour bouger dans la fenêtre, c'est la barre d'espacement maintenant, comme dans tous les logiciels Adobe, Photoshop, Illustrator. OK? Ça, c'était la petite astuce du jour. Donc, vachement pratique quand même, dans InDesign, pour appeler la main pendant qu'on est en train de travailler avec l'outil texte dans un bloc. OK, ici, je vais modifier la couleur du texte et la dimension de la police, etc. Mais je voudrais voir ce que je fais. C'est-à-dire que si je sélectionne le texte comme ceci pour modifier sa couleur, il est en négatif. Si je lui mets du cyan, ben je le vois en orangé. Si je lui mets du bleu, je le vois en jaune. Bon, c'est pas pratique pour choisir la couleur. Donc, vous connaissez le système? Bon, on l'a vu au tout début. Il faut sélectionner le bloc avec la flèche noire et indiquer ici que vous allez agir sur la couleur du contenu, le texte, et non pas sur la couleur du bloc. D'accord? Donc ça, c'est pour agir sur la couleur du bloc. Ça, c'est pour agir sur la couleur du texte. Et grâce à ça, vous allez pouvoir choisir la couleur et peut-être même la créer d'ailleurs. Je crée ici une couleur. Je la modifie en double-cliquant sur elle avec la case aperçu cochée. Je peux la modifier directement là, derrière. Ah, c'est quand même pratique, ça. OK, je continue à agrandir le caractère, éventuellement par la palette caractère. Donc, en fait, la première fois que tu vas dans « Nouvelle couleur » ici, ça crée la couleur, mais il n'y a pas la case aperçue. Une fois que tu cliques sur OK, elle sera appliquée au texte et en double-cliquant sur la couleur dans la palette des outils, tu as la case aperçue et quand tu modifies les curseurs, tu vois ce que ça donne. Oui, c'est une astuce. Quand on crée la couleur, elle n'est pas encore sur le texte. On ne sait pas la modifier avec la case aperçue et voir en temps réel ce que ça donne. C'est en 2 étapes. Bien, n'oubliez pas que c'est toujours mieux si vous passez en optique à la place de métrique, surtout pour des titres, mais même pour le corps du texte, on avait vu que c'est mieux. C'est ce que je vais faire ici. Donc, dans la palette caractères, je passe en optique à la place de métrique. Est-ce que ça va changer quelque chose? On va regarder le texte en temps réel se changer. Voilà. Les lettres ont un peu bougé de place. C'est pas énorme, mais ça a un peu bougé de place. C'est mieux optique. Ici, je vais un peu espacer les lettres. C'est toujours plus classieux. Avec la valeur d'approche de groupe, je pense qu'on avait déjà vu ça, hein. Je vous avais déjà dit que c'était une bonne astuce quand on veut faire des titres classieux, augmenter l'espace entre les lettres de manière exagérée.
C'est bon. Bien. Alors, normalement, ça devrait être un E accentué. Oui, c'est mieux. Comment le faire? Bon, il y a plusieurs solutions. Soit, première solution, vous tapez un E accentué minuscule, vous le sélectionnez et vous allez dans le menu alors, où est-ce que c'est? Parce que, voilà, texte, modifier la casse. Menu texte, modifier la casse, et vous passez en capital. Et vous avez un E majuscule accentué. Donc ça, c'est une solution qui peut fonctionner. Si vous avez un bon correcteur orthographique, d'ailleurs, je pense que celui de InDesign devrait fonctionner là-dessus. Si je fais passer le correcteur orthographique sur la sélection ici, essayons. Édition, orthographe, orthographe. Il me dit de remplacer ça par édition avec accent. Oui. Vous voyez, là, j'ai sélectionné toute la phrase avec l'outil texte. Je suis allé dans édition, orthographe, orthographe. Donc, c'est le correcteur orthographique de InDesign. Et quand je commence la correction, il me dit que je dois remplacer ceci par ceci, puisque c'est un début de phrase. Je double-clique, et voilà. Voilà, c'est aussi une solution. C'est de laisser faire le correcteur orthographique de InDesign pour ce genre de choses. Si j'avais tapé un E sans accent, ça marche aussi. Hein. Menu édition, orthographe, orthographe. Voilà, il me propose de le remplacer par édition avec l'accent. Voilà. Bon, on peut taper aussi directement, mais... Ah oui, il y a encore une autre solution. Voilà, bon, si vous voulez une lettre particulière à la place de celle-là, par exemple, je la sélectionne. Je vais dans menu texte, glyphes. Et ça, c'est une palette qui répertorie tous les caractères de cette police-là, qui est indiquée ici en bas. Dans mon cas, c'est Mignon Pro, Regular. Donc, tous les caractères qui sont dans cette police sont répertoriés. Et vous avez ici le E majuscule accentué. Vous pouvez double-cliquer sur lui. Et voilà, il est inséré à la place de la lettre qui était sélectionnée. Donc, c'est menu texte, glyphes. Quand vous cherchez oui, parce que vous avez parfois des cas particuliers où vous devez inscrire le nom d'une personne et dans son nom, il y a par exemple un O avec tréma. Vous n'allez pas sucrer le tréma. Si la personne a un tréma dans son nom, ça peut arriver avec des personnes qui viennent du nord de l'Europe, par exemple. Vous n'allez pas, parce que vous ne savez pas comment mettre un tréma sur un O. Donc, voilà la solution. Et vous avez également dans les polices des choses qui pourront vous servir, qui sont les signes de copyright et les signes commerciaux. Des petites cases à cocher aussi éventuellement, etc. Bon, où sont les signes de copyright? Certainement visibles quelque part. Ils doivent être dans la police. Ah, ben il était là au début plutôt. Voilà. Donc, si vous devez insérer ça, ben, soit vous connaissez le raccourci clavier, soit vous faites un copier-coller d'un copyright qui existe dans un autre document, soit vous l'insérez par la palette GIF. Voilà. Comme ça. J'ai double-cliqué sur lui et il s'est inséré parce que j'avais mis le curseur devant le mot. Donc, il s'est inséré devant le mot. D'accord, je recommence avec le curseur qui clignote devant le mot. Si je double-clique là-dessus, voilà, il se met devant le mot.
C'est Bon. c'est pas la fin. Alors, deux petites corrections ici. Le mot E accentué est petit, je le sélectionne et... Ah. Alors, par la palette ici au-dessus, je vais le faire passer en capital, en décochant ceci en fait. Non, en cochant celui du dessus, voilà. Voyez, si je passe de là à là, il est plus grand. En fait, il était en petite capitale. Monsieur, le copyright on met dans le foot, il est dépendant de il y a une chaîne. Voilà, ici, après une petite recherche toute bête sur le web, en tapant ceci, copyright sign, where to place it, je suis tombé rapidement sur des pages qui indiquent comment il faut utiliser le signe de copyright. Les guidelines, ce qui est préconisé pour l'utilisation du symbole copyright. Donc, en fait, le web regorge d'informations. Si vous avez des questions, une des premières choses à faire, c'est d'aller voir sur le web. Franchement, c'est assez extraordinaire à croire qu'il y a plein de gens qui s'intéressent et qui mettent plein de choses dessus. Je rigole. Bon, alors, le signe copyright. Le signe copyright me semble ne pas être très en face du reste. Regardez, je vais juste en parler un tout petit peu ici. Je sélectionne le signe et dans la palette de caractères, vous avez ceci. C'est le décalage par rapport à la ligne de base. Et vous pouvez décaler donc un caractère par rapport à la ligne de base. Et pour le reste aussi. Et donc, je le mets de manière à avoir le signe copyright en face du mot. Voilà. Alors, attention, il y a un danger avec ça. Regardez ça. Ici, exagérément, je le mets à 50 points. Bien. Le piège, c'est que si vous essayez de sélectionner le signe copyright là, ça ne marche pas. Pourquoi? Mais parce qu'il n'est pas là. En fait, c'est son image qui est là, mais le signe copyright, il est toujours resté là. D'accord? Donc, faites attention à ce piège. Si vous mettez exagérément ce qu'on appelle du parangonnage. Donc, ça, c'est ce qu'on va... c'est un des pièges qu'on pose aux infographistes dans des tests. Augmentez-moi le parangonnage sur ce caractère. Bon. Le parangonnage, c'est ce qu'on vient de faire, c'est le décalage par rapport à la ligne de base. Bon, à propos du E accentué majuscule, j'ai oublié de vous montrer qu'il est possible de le faire directement au clavier aussi, mais je vais uniquement parler du clavier Mac. Maintenant, vous pourrez essayer sur le clavier PC si vous voulez. Enfin, on a quand même vu plein de solutions pour mettre un E accentué majuscule. La plus intelligente me semblant être le correcteur orthographique qui, en interne, intègre le fait que le mot, s'il commence par une lettre accentuée et qui commence la phrase, ça doit être une majuscule. Donc, en fait, l'astuce, c'est qu'il faut être en clavier français, pas français numérique, et enfoncer la touche verrouillage majuscule, elle doit être enclenchée, la touche verrouillage majuscule, et alors, si je tape la touche 2, en haut du clavier, donc la touche avec le « E » minuscule, ça fait un « E » majuscule. Donc, je répète, sur le Mac, pour faire des « E » majuscules directement au clavier, vous devez être en clavier français, pas français numérique. Clavier français, vous devez enclencher la touche verrouillage majuscule et avec la touche « E » minuscule, ça fait un « E » majuscule. Voilà. Donc, je vous affiche mon visualiseur de clavier, comme ça vous voyez de quelle touche je parle.
c'est bien la touche verrouillage majuscule qui doit être enclenchée, et vous avez le « et » majuscule accentué à cet endroit-là. OK. Bon, dernière chose que je montre ici. Je vais transformer avec l'outil texte un bloc en bloc texte. Voilà, j'ai le curseur qui clignote là en haut à gauche, ça ne se voit pas beaucoup. Je vais remplir avec du texte de substitution, clic droit, remplir avec le texte de substitution. Et bien entendu, là, j'ai la possibilité d'aller jouer sur les marges. Jusqu'à présent, on n'a pas joué sur les marges intérieures des blocs parce qu'on a fait des blocs transparents. Il n'y avait pas d'intérêt à faire décaler le texte vers l'intérieur du bloc. Mais quand le bloc a de la couleur, ça peut être intéressant d'aller dans les options de bloc de texte et de jouer sur les valeurs ici de marge. OK? Donc voilà, c'était la dernière chose que je montrais ici, les marges intérieures du bloc. OK. On a mis du texte en blanc ici pour le titre. Attention, si vous imprimez quelque chose, ne mettez pas du petit texte en blanc. Techniquement, c'est possible, mais il sera très peu lisible et il sera mal dessiné. Oups, j'annule parce que je voulais en fait travailler sur le texte. Voilà. Si vous mettez le texte en blanc, ça a l'air de fonctionner quand on regarde sur écran, mais à l'impression, l'encre va déborder sur les lettres, elles vont s'affiner et ce sera très peu lisible. C'est une erreur habituelle. Donc le texte blanc, d'accord, mais sur du gros texte, pas sur du petit texte normal. Donc voilà, ici, je le remets en noir. Encore une fois, j'annule parce que j'ai oublié de redire que je voulais travailler sur le contenu. Voilà. Personne ne m'a demandé, tiens, c'est quoi cette couleur repérage? C'est la même chose que le noir? Eh bien, en fait, c'est une couleur qui se retrouve dans toutes les plaques offset. C'est-à-dire que si j'utilise cette couleur sur un objet, il va y avoir du jaune qui va créer l'objet, puis du cyan, du magenta et du noir. Donc, ça va être 400% d'encre, beaucoup trop. C'est une couleur qu'on utilise pour les traits de coupe. Par exemple, quand on veut mettre des traits de coupe sur toutes les plaques offset, on utilise la couleur repérage. Mais donc, ne confondez pas, ce n'est pas du noir. Le noir, c'est vraiment de l'encre noire. Le repérage, c'est toutes les encres. Et ça fait beaucoup trop quand on la met sur un objet, quand on utilise ça pour colorer un objet. Bien, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher des images et on va les mettre dans les cases. Donc, je vous invite à aller sur le web. Bon, je vais rester dans le sujet. Je crois que dentelle, ça se dit laisse en anglais, non? Sans doute. Voilà. Mais vous prenez n'importe quoi comme image. Mais c'est vrai que ce serait peut-être mieux que je prenne un autre sujet parce que là, on a quand même plein d'images qui se ressemblent. Ça va être difficile pour la suite. Donc, je ne vais pas prendre des images de dentelle finalement. OK. Je vais prendre des images de personnes. Ici, je n'enclenche pas les outils de recherche pour trouver des images en haute définition. Je vais prendre des images qui viennent là.
Voilà, et je vais donc faire fichier importer. Les images peuvent aussi se déplacer directement de l'explorateur Windows ou Mac vers InDesign, ça marche aussi. Si vous les affichez sous forme d'icône dans une fenêtre, vous allez pouvoir les déplacer de l'explorateur Windows ou de l'explorateur Mac vers InDesign. On peut aussi utiliser Bridge qui vous montre les images en plus grand et déplacer de Bridge. Enfin, il n'y a pas que la manière fichier importer pour amener des images dans InDesign dans des blocs. Ok, donc là, je vais aller chercher les images ici, voilà, ouvrir, et le fichier, dans mon cas, est chargé avec 17 images. C'est parce que j'ai mis également les JPEG que j'avais prises précédemment. Et voilà, plein d'images. Et avec les flèches au clavier, je les passe en revue comme ça, pour savoir laquelle je vais mettre en premier dans les blocs. Et je clique, et l'image va dans le bloc. Alors, mettez des images sur les 3 blocs du dessus, c'est bien déjà. Donc, si vous voulez mettre une image à la place d'une autre, il va falloir sélectionner le bloc, et quand vous allez faire fichier importer, il va falloir cocher l'option « Remplacer l'élément sélectionné ». Ouvrir. Voilà. Donc, il faut que le bloc soit sélectionné. Et vous allez chercher une autre image. Vu que l'option « Remplacer l'élément sélectionné » est cochée, ça remplace l'image qui s'y trouvait. Et après, quand c'est... Bien. Autre solution, c'est de vider le bloc de son image. Par exemple, je double-clique ici. Voilà. Touche suppression. Le bloc est vidé. Et évidemment, même sans avoir le bloc sélectionné, quand je vais chercher une autre image, elle va pouvoir se mettre dedans. Quand je clique sur le bloc qui ne contient pas encore d'image. Voilà. Et en effet, quand vous avez affaire à des images grises, il se passe un phénomène dont on va devoir parler. Je vais voir si je sais aller ici sur le web rapidement chercher une image grise. Je croyais que c'était le format, celui que c'est. C'est une image à une seule couche. Et on n'avait pas fait ça dans Photoshop, transformé en image 3 couches, si. Hein. Et c'était à la formation ici InDesign qu'on avait transformé une image grise en image 3 couches pour pouvoir la coloriser. Alors, voyons ça. Ah ben voilà, la première là, je la connais, je sais c'est une image à une seule couche. Donc je vais l'enregistrer, voilà, dans le dossier. Et donc, quand je vais la chercher, ok, c'est parce que j'avais un bloc qui était sélectionné, alors l'image s'est mise à la place du bloc. Voilà, je viens d'annuler, donc l'image qui avait été remplacée vient de revenir, et moi, j'ai mon image dans le curseur, c'est ce qu'il faut. Donc, oui, j'avais un bloc sélectionné, donc l'image ne se mettait pas dans le curseur, elle arrivait directement dans ce bloc. Voilà, donc là, j'ai l'image dans le curseur, je vais la mettre là, et en effet, ça fait un truc bizarre, c'est qu'en fait, les parties blanches sont transparentes. Dans le cas d'image grise, les parties blanches sont transparentes. Donc, la solution, c'est de les transformer en RVB dans Photoshop, ou de mettre le fond du bloc en blanc. Le fond du bloc. Donc, le bloc est sélectionné. Le fond, ici, on le voit, il est bleu, mais je vais le mettre en blanc. Et ça règle le problème. J'ai mon image grise qui apparaît grise. Voilà, donc
il faut savoir que les images à une seule couche, les images grises dans InDesign, la partie blanche sera invisible. Ça peut être pratique dans le cas où vous avez des décors, notamment. Par exemple, si je tape ici celtique, voilà, j'ai des décors celtiques. Et donc, si l'image est grise, d'office, le blanc sera transparent et je verrai à travers ce qui se passe derrière, en fait, que si je le mets dans InDesign. Ben, testons ça. Tant qu'à faire, oui. Hein. Ah, mais là, de toute façon, c'est une image de type PNG avec de la transparence, je le vois directement ici. Donc là, c'est pas un fond blanc, c'est directement de la transparence, cette image-là. Donc la démonstration ne marchera pas. Enfin, je veux dire, ça marchera trop bien. Ça sera d'office en transparence. Oui. Ok, ben elles sont toutes en transparence. C'est super. Est-ce qu'on n'a pas une image avec un fond qui n'est pas transparent quand même? Quand vous tapez les vous tapez JPG. Ah oui. Mais voilà, donc voilà du PNG visiblement non transparent. Voilà. Voyons, je vais l'importer. Est-ce que mon Photoshop est ouvert? Non, mais donc je vais l'importer pour voir. Je ne sais pas si c'est du RVB ou si c'est une seule couche, niveau de gris. Hein. Pas fichier ouvrir, idiot, fichier importer. Voilà. Ok, évidemment, vu que mon bloc était sélectionné, elle est arrivée dans le bloc. Donc j'annule. Ok, la voilà. Voilà. Bon, ben là, visiblement, ce n'est pas une image niveau de gris. Elle a 3 couches, donc le blanc est bien blanc. Alors, ce que je vais faire, c'est aller l'ouvrir dans Photoshop et la transformer en niveau de gris. Et on va voir ce qui se passe quand on la porte. Normalement, le blanc sera transparent, alors, d'office. Voilà, je ne comptais pas en parler, mais puisque tu as eu le cas que tu avais été chercher une image grise et qu'en effet, le fond du bloc influencé. Donc, ouvrir l'image dans Photoshop. Je vais voir dans la palette des couches, menu, fenêtre, couche, c'est là. Voilà, donc c'est bien du RVB dans ce cas-ci. C'est une image qui n'a pas de couleur, mais elle est en RVB. Si je la fais repasser en niveau de gris, image mode, niveau de gris, et que j'enregistre le fichier, fichier enregistré, et que je la recharge dans InDesign, fichier importé. Voilà. Alors, dans ce cas-là, ça ne marche toujours pas. Pourquoi? Oui, ou le fond est transparent. Alors, il faut que je réfléchisse. Pourquoi ça ne fonctionne pas ici? Le fond de mon bloc, je vais le mettre en couleur. Voilà, c'est ça. OK, il faut mettre le fond du bloc en couleur parce que s'il n'y a aucune couleur, elle apparaît normale en fait. Hein. S'il n'y a aucune couleur, elle apparaît comme si c'était un fond de bloc blanc, mais si je mets une couleur de fond au bloc, voilà. Donc ça peut être très intéressant ça, hein, de changer la couleur de fond de l'image. Le simple fait qu'elle soit en niveau de gris, si je mets une couleur de fond au bloc, ok, là je vais quand même la réduire un peu. Ça. Voilà, donc on peut aller mettre la couleur qu'on veut dans le fond, dans InDesign. Donc comment coloriser le fond d'une image noir et blanc? Vous n'êtes pas obligé de le faire dans Photoshop, vous pouvez le faire par InDesign. D'accord? Il faut que l'image soit à une seule couche. Et donc, pour ça, si elle n'est pas une seule couche quand vous la trouvez sur le web, vous allez dans Photoshop, vous l'ouvrez et vous allez dans le menu Image, Mode, Niveau de gris pour en faire une image à une seule couche.
Bon, si j'en parle ici, c'est vrai que normalement, c'est du InDesign avancé, mais vu que ça va forcément vous arriver, autant en parler en effet. OK. Et il y a aussi possibilité de coloriser les traits noirs. Ah ah. Si je double-clique sur le bloc avec la flèche noire, je double-clique sur le bloc avec la flèche noire, je suis arrivé au niveau de l'image, donc le contenu, forcément. On voit que le contenu est noir. Je vais tenter de mettre une autre couleur. Voilà. Vous voyez qu'on peut mettre une autre couleur au trait. Amusant, ça, hein? Une image noir et blanc qui devient avec des traits bleus sur fond couleur cacadois. Donc, j'ai la possibilité de changer le fond du bloc comme je veux, mettre des nouvelles couleurs si je veux, changer la couleur de l'image en double-cliquant sur le bloc. Je suis arrivé au niveau du contenu, l'image, et je peux aller mettre ce que je veux comme couleur de trait. Voilà. Et donc, si je veux l'image normale, le fond du bloc doit être blanc. Voilà, blanc. Là, je viens juste de la dupliquer pour garder l'ancienne version. Le fond du bloc doit être blanc. Quand je double-clique, la couleur doit être noire. Voilà, ça, c'est l'image normale, telle qu'elle était sur le web. Et à droite, l'image où j'ai modifié la couleur de fond et la couleur de trait. Voilà, après cette petite parenthèse à propos des images grises, je vais ici retourner vers les images qu'on a mises dans la page. Et vous remarquez que elles ne sont pas vues en entier. Peut-être même qu'on voit quelque chose d'uni, c'est une partie du ciel peut-être. Le coin supérieur gauche de l'image du ciel, on voit un fond bleu uni, parce que l'image n'est pas vue en entier dans le bloc. Alors on va utiliser ici une fonction qu'on a déjà vue, c'est le remplir proportionnellement. Alors je vais sélectionner mes 3 blocs images ici, avec la flèche noire, j'englobe, je les sélectionne tous les 3, ou alors avec le clic, majuscule, clic. Voilà. En tout cas, les 3 images sont sélectionnées, comme ça je vais faire le traitement sur les 3 d'un coup. Hein. Je ne vais pas commencer à faire le traitement sur une, puis sur l'autre, puis sur l'autre. Autant faire les 3 d'un coup. Et alors, une fois que vous avez les 3 blocs sélectionnés, vous allez dans le menu Objet, Ajustement, remplir le bloc proportionnellement. Objet, ajustement, remplir le bloc proportionnellement. Et là, l'image remplit le bloc. Comme l'image n'avait peut-être pas les mêmes proportions que le bloc, c'est quasiment sûr, il y a forcément une partie d'image qui va déborder par la gauche ou la droite, ou par le haut et le bas. Et il va falloir que j'ajuste un peu. Et pour ça, je double-clique sur l'image et là, je vois qu'elle déborde par le haut et le bas. Et avec la touche majuscule enfoncée, je vais pouvoir la déplacer, vous voyez, pour montrer un peu plus de la rue ou un peu plus du ciel. Ça dépend de ce que je veux montrer. Dans ce cas-ci, un peu plus du ciel, c'est ça qui est le plus intéressant dans cette image. Je double-clique sur la suivante. Là aussi, elle déborde par le haut et le bas. Qu'est-ce qui est le plus intéressant? Je teste, je la descends. Vous voyez? Là, si on veut montrer la joie, le fait qu'il y ait beaucoup d'espace au-dessus donne une sensation d'écrasement. Ici, on veut donner une sensation de confiance, d'élévation. Et donc, on va remonter. Il vaut mieux que ce soit comme ça. Et ce n'est pas une secte, hein, c'est du graphisme. Non, c'est du graphisme, c'est... Voilà. Alors ici, elle dépasse par la gauche et la droite. Et donc, je vais la déplacer plutôt vers la droite, puisque comme ça, j'ai le cadre, je vois tout. Bon, ceci dit, si c'est pour imprimer, le mouton ici est trop près du bord. On va peut-être redimensionner tout ça après. On va voir.
Pas d'éléments importants trop près du bord non plus, donc on est un peu coincé là. À la limite, il vaudrait mieux finalement comme ça. Enfin, c'est le principe, hein. Une fois que vous avez demandé remplir le bloc proportionnellement, il va falloir vraiment ajuster. Ici, je vais aller importer dans ce bloc une image qui est délibérément verticale pour montrer que là, ce sera... voilà. Ouais, j'en ai pas beaucoup finalement, à part l'image de la petite dame ici, le dessin. Oui. Voilà. Le voilà, il est dedans. Alors, à nouveau, si je veux que le fond soit blanc, ben, je dois mettre le fond du bloc blanc. Hein, c'est ce que j'ai expliqué précédemment. Voilà. OK. Et donc, je fais le objet ajustement, remplir le bloc proportionnellement. Et là, quand je double-clique, je dois ajuster pour vraiment décider ce que je veux montrer. Donc là, on a une image verticale qui est mise dans un bloc horizontal. Donc, il y a quand même une grosse partie de l'image qui va ne pas apparaître finalement. Et il faut décider quelle est cette partie qui n'apparaît pas. Bien, et je remarque que j'ai un bord sur mon image et c'est pas très heureux. Donc, je vais également l'agrandir dans son bloc. Avec l'outil de transformation manuelle, en prenant une poignée du coin, avec la touche Alt enfoncée, voilà, je l'agrandis. Comme ça, je me débarrasse des bords de l'image originelle. Il me semble qu'on avait fait ça au tout début, hein, manipuler les images. Oui, oui, on avait fait ça. Même la transformation manuelle à l'intérieur, on avait fait. C'est quand même super important. Voilà, donc ici, on a vu que après avoir importé l'image, on peut dire qu'elle doit remplir proportionnellement. Par objet, ajustement, remplir le bloc proportionnellement. Et puis, en double-cliquant sur elle, on a la possibilité d'aller ajuster pour montrer plutôt une partie qu'une autre. Bien, ce qu'on va faire ici, c'est qu'avec des blocs qui sont encore vides, par exemple ces trois-ci sur le côté chez moi, je vais leur dire, tiens, vous devez, quand une image va arriver, elle doit remplir proportionnellement. Donc, c'est pré-régler le bloc. Donc, je sélectionne mes trois blocs. Je vais dans le menu Objet, Ajustement. Et vous voyez que l'option Remplir le bloc proportionnellement n'est pas accessible, évidemment, puisqu'il n'y a pas encore d'image. On ne peut pas demander que l'image remplisse, puisqu'elle n'y est pas. Par contre, ce qu'il y a, c'est les options d'ajustement de bloc. Et quand vous allez là-dessus, vous avez la possibilité ici de dire que, tiens, quand l'image va arriver, elle va remplir proportionnellement. Vous avez même la possibilité de dire que la partie en bas à droite de l'image doit systématiquement être visible si vous faites ceci. Donc, l'image va remplir proportionnellement le bloc et elle va déborder dans ce cas-là par la gauche et par le haut. Quel intérêt de faire ça? Ben, si vous avez une signature de photographe en bas à gauche de vos images, par exemple. Comme ça, vous êtes certain qu'elle apparaîtra systématiquement. Donc, l'image va déborder par la gauche ou le haut, mais jamais par la droite ou par le bas. Et donc, s'il y a signature photographe sur les images est en bas à droite, elle sera systématiquement visible. Bon, mais ici, je vais remettre le point de référence au centre, donc l'image se centrera dans le bloc, parce que mes images n'ont pas de signature photographe. OK. Et donc, à partir de là, ces blocs sont pré-réglés. Je teste, je fais fichier importer, je vais aller chercher des images. Je clique pour la mettre dedans, et voilà, d'office, elle se proportionne. Voilà. Après, bien sûr, il faut, avec la flèche noire, que j'aille double-cliquer sur elle pour la repositionner en enfonçant la touche majuscule pour que le déplacement se fasse de manière calée sur les axes. Voilà.
Bon, intéressant, hein, vous avez vu comment faire facilement des couvertures, éventuellement. C'était l'occasion de parler de plein de choses. Donc là, c'était une fonction. Ok, alors, si il s'agit d'une impression à faire chez un imprimeur, on va devoir faire ceci. Je vous montre. Ça, vous n'êtes pas obligé de le faire. Je vous montre juste que vous devrez, pour les blocs qui sont sur le bord, ben, les agrandir. Vous devrez les agrandir pour qu'il y ait un bord perdu, en fait. Hein. Ben oui. Et puis, vous devrez peut-être, avec la flèche noire, en double-cliquant, vous devrez peut-être aller repositionner les images, peut-être demander à nouveau, remplir le bloc proportionnellement. Enfin, voilà, il va falloir faire un boulot. Si c'est une publication qui est destinée chez un imprimeur, pour que les images aillent jusqu'au bord des pages, oui, jusqu'au bord de la feuille, il faut imprimer 3 mm en plus. Et ça, il faut le prévoir dans InDesign. Vous aviez compris, je crois. Bon, alors pour répondre à ta question, le bord perdu, il y est dans ce document. On le voit. Il est symbolisé ici par la ligne rouge. Mais si physiquement tu ne fais pas aller tes images jusqu'au bord rouge, elles n'iront pas jusqu'au bord rouge. Ah oui, le bord perdu, c'est juste une référence visuelle. Là, il faut vraiment que les blocs, et également les blocs colorés, s'il y en a, aillent jusqu'au bord du fond perdu, en fait. Hein. Voilà. Et si on pourrait tenir cadre. Ok, donc tu dis que quand tu supprimes une des images, tu ne retrouves pas la couleur qui était là avant. Ah tiens, parce que bon, là, c'était du rose avant. Quand je double-clique et que j'enfonce la touche suppression, je retrouve la couleur qui était avant. Pas toi? Là, c'était du noir derrière. Quand je double-clique et que je supprime, voilà. Ah, ça redevient blanc. Peut-être que dans C6, ça redevient blanc, je ne sais pas. Là, j'annule. Ça redevient blanc? Ah, donc ça ne conserve pas la couleur qui était derrière le fond. Ok. Bon, ben, il faut avoir conservé... de toute façon, vous enregistrez régulièrement vos documents sous des noms différents. Hein. Donc, vous avez les anciennes versions. Ok, alors ce que je peux faire aussi, c'est ceci. Hein. Je sélectionne tout, CTRL A. Ah non, parce qu'en fait, ça m'a sélectionné aussi mes images qui étaient sur le côté là-bas. Pas bonne idée. CTRL A. Donc, avec la flèche noire, je clique à côté de tout, puis j'englobe tout. Et je vais redimensionner. Je vous montre. Avec l'outil de transformation manuelle, en prenant la poignée du coin, en enfonçant la touche majuscule et la touche Alt, je peux redimensionner tout ça sur la page. Donc, j'ai englobé tout avec la flèche noire, puis je prends l'outil de transformation manuelle, je prends une poignée du coin de ce qui était sélectionné, et j'arrive éventuellement à redimensionner. Comme j'enfonce majuscule et Alt, ça reste proportionné et centré. Je lâche le bouton de la souris, puis, calmement, les touches Alt et majuscule. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce que souvent, je vois des stagiaires qui lâchent tout en même temps. Et il y a une chance sur deux que ça foire. Parce que si vous avez lâché les touches avant de lâcher le bouton de la souris, c'est comme si vous n'aviez pas enfoncé les touches. Voilà. Et donc, c'est d'abord lâcher le bouton de la souris, puis les touches. Et voilà ce que ça donne. Et donc, c'est sur un fond blanc. Ça peut être bien aussi, pourquoi pas. Avec un cadre blanc comme ça, tout est possible. Voilà, et donc il n'est pas possible de mettre deux images dans le même bloc ou une image dans le même bloc qui a déjà du texte. Donc, si je voulais mettre une image de dentelle ici, il faudrait que je crée un bloc par-dessus. Et est-ce qu'on veut que je superpose? Alors, pour répondre à ta question, oui, les images peuvent se superposer si on veut. Donc, je peux, dans un document, commencer à superposer des images. Je vais par exemple prendre celle-là et aller sur une autre. En image publique, là, j'ai... Ah oui, on peut aussi fusionner les blocs, oui. Hein. Par exemple, ici, si je fusionne ce bloc-là avec celui d'à côté, donc déjà, je le déplace. Hein, et puis, avec la touche majuscule, j'active les deux. Avec le Pathfinder, c'est seulement l'image du bloc du dessus qui va rester, en fait. Donc, dans le Pathfinder, si je fais une réunion entre les deux images là qui sont sélectionnées,
Voilà, on a celle du dessus qui reste. Il suffit que je demande objet, ajustement, remplir le bloc proportionnellement. Et voilà, c'est vrai que ça amène un peu de variété. Et tu voulais superposer des images aussi? Mais ça, je vais le faire sur une autre page en sélectionnant les blocs ici et en allant dans la palette page sur une autre page. Où est la palette page? Elle est certainement sous mes yeux, mais je ne la vois pas. Elle était là. OK, sur la page 2 ici, je vais aller coller, décaler les images. Oui, Donc, c'est ce genre de choses dont tu parlais. Et on avait vu qu'en allant dans la palette des calques et en ouvrant le calque, on va pouvoir déplacer une image par rapport à l'autre. D'accord? On peut aussi, même si on veut, modifier le mode de fusion, faire comme dans Photoshop. Pour cette image-là qui est sélectionnée, pour l'instant, aller dans Objet, Effet, Transparence, et là, avec la case Aperçu cochée, on va pouvoir mélanger de différentes manières. Produit, voilà. Donc ça se mélange sous forme produit. Superposition, incrustation, etc. Bon, ça n'est pas très heureux ici, mais techniquement, vous voyez que comme dans Photoshop, il est possible de faire en sorte que les choses se mélangent quand on les superpose. et aussi, cela n'avance pas d'image. N'en faire qu'une seule, il est unique. Ah oui, n'en faire qu'une seule avec 3 images. Ok, je vais montrer ça sur une autre page et ça va répondre à une question qui avait été posée et à laquelle je n'avais pas eu l'occasion de répondre. Je reprends 3 images. Ces deux-ci, par exemple, pour qu'on ne s'embrouille pas. Voilà. Et je vais aller sur la page 3 cette fois-ci. Je les colle là. Voilà. Donc, voilà 2 images. Et en fait, on peut les grouper. Les grouper. Je vais les mettre, par exemple, côte à côte ici, comme ça. Je les sélectionne toutes les deux. Et je vais faire objet associé. Et maintenant, il y a un cadre en pointillé qui les entoure et c'est un groupe. Donc, elles ne sont pas vraiment fusionnées, parce que ça se fait dans Photoshop, fusionner réellement les 2 images en une seule, mais on peut les attacher ensemble. Et la question à laquelle je n'avais pas répondu l'autre jour, c'est dans le cas où on a des colonnes. Je vais recréer rapidement ici un bloc texte, le remplir avec du texte de substitution, faire 2 colonnes. Ça, vous ne faites pas, évidemment, ça nous prendrait trop de temps, mais je vous montre juste que, voilà, il est possible de faire ceci. La question qui avait été posée, c'est si je veux mettre 2 images côte à côte dans la colonne. C'est toi qui avais posé la question. Si je veux mettre 2 images côte à côte dans la colonne, eh bien, d'abord, avec l'outil texte, je vais aller créer le paragraphe vide qui va accueillir les 2 images. Et vu qu'elles sont groupées, je peux les redimensionner ensemble déjà. Voilà, pour qu'elles aient à peu près la largeur de la colonne. Couper, CTRL X, et puis aller coller avec l'outil texte, aller coller ici. Voilà. Et donc ça marche. On peut mettre 2 images côte à côte. Voilà, je vous rappelle que si ça foire, si ça déborde sur le texte du dessus, il faudra aller dans les styles de paragraphe, réappliquer avec la touche Alt éventuellement le paragraphe standard. Parce que parfois ça déborde sur le texte du dessus. Et donc voilà, 2 images dans la colonne. Je devais répondre à cette question, mais la réponse c'est il faut les grouper. Et ça pourrait être 4 images, ça pourrait être 6, il n'y a pas de problème. Ça pourrait être des blocs de texte aussi. On peut coller d'autres blocs de texte dans un bloc de texte, dans une colonne. On n'a pas fait, mais techniquement, ça ne pose pas de problème. C'est très souple, en fait. Quand il s'agit de mettre des choses dans des autres, le PostScript, c'est génial. Vous pouvez très bien commencer à mettre les choses des unes dans les autres. Mettre
une image Photoshop dans une colonne de texte InDesign, cette image Photoshop contenant elle-même un logo Illustrator, ce logo Illustrator contenant lui-même une image Photoshop. Les poupées russes, c'est vraiment le fort du PostScript. C'est ça qui donne la souplesse. Alors, dernière chose qu'on va voir ici. Dans les styles de paragraphes, j'avais dit qu'il ne faut pas réinventer la roue à chaque fois. Eh bien, on va importer les styles de paragraphes d'un autre document dans celui-ci. Donc, menu texte, style de paragraphe, je vais récupérer des paragraphes qui viennent d'un autre document en faisant menu de la palette style de paragraphe, charger tous les styles de texte. Et donc, ça va charger à la fois les styles de paragraphe et de caractères. C'est ça que ça veut dire, charger tous les styles de texte. Ça veut dire que je ne charge pas seulement des styles de paragraphe, mais je charge aussi les styles de caractères. Et je vais chercher ça où? Eh bien, dans le document que j'ai fait. Un document que j'ai fait, celui d'hier à 15h10, par exemple. Ah ben non, on en avait fait après. Hier, 16h31, c'était le dernier. Ouvrir. Et voilà. On a une boîte chargée des styles. On me dit simplement que le paragraphe standard, il y a un conflit. Il y en a un dans l'autre document. Dans le document où je suis allé chercher, le document d'hier, il y a un style paragraphe standard, mais il y en a aussi un dans celui-ci. Lequel utiliser? Mais en fait, on s'en fout, on va décocher. Ce qui m'intéresse, c'est les autres styles qui sont là. Style de texte, de caractère, en fait, en gras et en rouge, et style de paragraphe. OK. Et maintenant, vous avez les styles qui ont été apportés, qui sont utilisables dans ce document-ci. Voilà. Comment transférer les styles d'un document à l'autre, c'est très simple. Donc, dans style de caractère, j'ai le style de caractère en gras et en rouge. OK? Yes. Pas de problème? Non, hein, il ne faut absolument pas avoir déjà mis du texte dans le document pour que ça fonctionne.